Bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Je vous présente mon invité aujourd'hui, M. David Saint-Laurent. Il est un employé du diocèse de Nicolette. Bonjour David. Bonjour Marie-Josée. Bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un sujet très sérieux dont on va parler aujourd'hui, un sujet d'actualité. Mais d'abord, j'aimerais que tu te présentes. Tu es chancelier. Qu'est-ce que ça fait un chancelier dans un diocèse? Oui, c'est un peu moins connu, une tâche un peu plus administrative. Oui. Donc, j'ai étudié en droit canonique, donc c'est le droit de l'Église catholique. Donc, je travaille auprès de l'évêque, un peu comme conseiller au niveau juridique. Fait que je peux rédiger des documents officiels, par exemple, donc travailler sur différents comités. Le chancelier s'occupe aussi des archives diocésaines. OK. Donc, c'est un autre aspect aussi, là. De mes tâches. Donc, c'est des tâches variées, mais administratives auprès de l'évêque. C'est aussi auprès de toi qu'on fait une demande ou auprès d'un de tes collègues qu'on fait une demande si on prévoit vouloir obtenir une nullité de mariage, non? Oui, en effet. Oui, les nullités de mariage font partie aussi des dossiers dont je m'occupe, là. Donc, pour les personnes là, qui auraient vécu un échec dans leur mariage, une séparation, puis qui voudraient demander à l'Église d'étudier leur vie de mariage pour voir si on ne pourrait pas le déclarer nul. Donc, il y a tout un processus, une enquête qui est fait. Donc, parce que le sacrement du mariage, on le prend au sérieux dans l'Église catholique, mais c'est possible aussi d'obtenir une déclaration de nullité dans certains cas, là. C'est ça, on ne dit pas qu'on annule le mariage parce que si on peut déclarer qu'il était nul, c'est pas parce qu'on annule, c'est parce qu'au départ, il manquait un des éléments qui en fait un mariage chrétien. Exactement. C'est comme si on prenait une photo au moment du mariage, est-ce que les gens étaient assez matures, comprenaient vraiment dans quoi ils s'embarquaient, est-ce qu'il y avait la liberté. C'est ça. Des choses comme ça. Ouais. Mais tu es ici aujourd'hui, David, parce que tu veux nous présenter quelque chose qui est pas neuf, mais qui est renouvelé dans notre diocèse, c'est-à-dire une politique établie depuis quelques années sur la protection des personnes. Mm-hmm. En quoi ça consiste exactement et ça répond à quel besoin? Bien, ça répond aux besoins qu'on veut que notre milieu ecclésial, notre milieu d'église, dans la pastorale, dans toutes nos activités, il y a beaucoup d'activités dans nos paroisses encore, auprès de différents groupes. On veut que ce soit un milieu qui soit sécuritaire pour tout le monde, pour les enfants, pour les jeunes en particulier, les groupes vulnérables, ça peut être les personnes atteintes de maladies, personnes aînées, des fois qui sont en perte d'autonomie, qu'on peut visiter aussi, qu'on peut avoir dans nos milieux. Donc, que toutes les personnes se sentent en sécurité, qu'il n'y ait pas d'abus qui soient commis là, auprès de ces personnes-là. Et évidemment, dans l'Église, on a vu tous les scandales d'abus sexuels là, qui ont touché l'Église. Donc, ça nous, comme on dit, ça nous touche, ça nous heurte, ça nous fâche. Je dirais, on ne veut pas que ça se reproduise. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir différemment. On prend acte de ce qui s'est passé dans le passé, puis on veut agir mieux maintenant. À ta connaissance, David, au diocèse de Nicolette, est-ce qu'il y en a des plaintes qui ont été reçues contre des prêtres ou des religieux du diocèse? On a un comité on appelle le comité conseil là, qui accueille les plaintes au diocèse. Donc, les gens qui veulent faire une plainte à l'interne de l'Église, c'est possible de les accueillir. Fait que oui, il y en a qui prennent la peine de faire cette démarche-là auprès de l'Église. Et, pour avertir, hein, s'il y a quelqu'un qui a un comportement inopportun, il doit être rencontré, retiré, parfois même. Bien, dans ce domaine-là, hein, quand il y a un acte malheureux de commis, souvent c'est dans l'intimité, donc on ne le sait pas. Hein. Donc c'est quand la personne qui en est victime porte plainte, bien, ça permet qu'on puisse intervenir puis amener les conséquences pour sécuriser le milieu par la suite. Là. Tu parles d'abus, là, tu parles d'abus sexuels, tu parles d'abus, mais il peut y avoir aussi diverses formes de blessures, je dirais. Mm-hmm. Des blessures à la foi, des blessures du harcèlement verbal, psychologique. Il peut y avoir toutes sortes de formes d'abus, non? Oui, notre politique en traite là, toute forme de harcèlement, de violence, d'abus, qu'on appelle abus de pouvoir, d'autorité, hein, quand on est, par exemple, en relation d'aide. Hein, on a beaucoup d'accompagnement spirituel, d'accompagnement dans l'Église. Donc, ça donne des fois des situations où la personne peut se sentir vulnérable ou où la personne accompagnateur pourrait en profiter des fois à son avantage. Mm-hmm. Donc, c'est toutes ces situations-là aussi là, qu'il faut
encadré et balisé. Donc, depuis quelle année on s'est penché sérieusement sur cette question au diocèse de Nicolette? Moi, je suis au diocèse là, impliqué depuis 2013, mais je sais qu'avant ça, il y avait déjà des politiques qui existaient. On l'a plus encadré davantage, je dirais, en 2019. C'était à la demande des évêques du Canada, où ils voulaient, là, qu'au niveau particulièrement des abus sexuels, qu'il y ait des politiques précises dans chaque diocèse et des actions concrètes de prise. Il avait donné même un document avec 69 recommandations. Là. C'était très, très clair. Là. Ça venait des évêques du Canada. Puis c'est là que Monseigneur Gazaille, à l'époque, là, m'avait demandé de former un comité pour voir là, vraiment à la prévention et qu'on ait une politique diocésaine écrite. Du traitement des plaintes. Oui. Bien, avant, ça existait, mais c'était peut-être moins structuré. Puis là, on voulait là, que ça soit... Puis aussi actualisé, j'imagine? Oui, parce que... Par rapport à l'actualité, puis à ce qui se produit en ce moment dans l'Église, les oui, puis on dénonciations. prend aussi là, les bonnes pratiques qui se vivent dans d'autres milieux, là, dans le milieu scolaire, dans le milieu sportif. Oui. Il y a plein d'autres organismes là, qui ont des politiques, qui ont des manières de faire. Donc, on s'est inspiré aussi de ce qui existe déjà, là, puis des bonnes pratiques qui existent dans la société. Là. Alors, principalement... Quelles sont les étapes de protection, je dirais, là? Vous avez présenté aussi cette politique-là depuis qu'elle est à jour, qu'elle a été mise à jour. Vous l'avez présentée dans les paroisses? Oui, dans toutes nos paroisses, ça c'était fait. Donc, une politique qui se résume en 5 étapes, là, rapidement, oui. Si je peux les nommer. Oui, vas-y. C'est d'abord de faire une bonne entrevue, autant pour les personnes bénévoles que les personnes salariées, là, puis s'assurer que la personne... elle va être compétente dans l'engagement qu'elle veut, pour lequel elle veut s'impliquer dans l'Église. Okay. Donc, l'entrevue. Puis là, déjà, on annonce nos couleurs, de dire, nous, on a un code d'éthique, nous, on a une politique qui va encadrer aussi ta tâche, tes implications. Donc, on annonce nos couleurs. Par la suite, on fait une vérification des antécédents judiciaires aussi. On a implanté ça. Pour tous les bénévoles du diocèse? Bien, toutes les personnes sont impliquées avec des groupes vulnérables qu'on appelle. OK. Donc, que ce soit les mineurs, les enfants adolescents, que ce soit des personnes handicapées, personnes malades ou les aînés là, qui seraient en perte d'autonomie, par exemple. Surtout les bénévoles ou les agents qui sont engagés pour des services auprès de ces personnes-là. Oui, là, c'est obligatoire. Là, c'est systématique maintenant. Oui. OK. Puis on l'a fait aussi pour tous nos anciens bénévoles là, qui étaient impliqués depuis longtemps. On l'a fait aussi pour que ce soit clair, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Exactement. On rencontre la personne, on fait une vérification d'antécédents judiciaires. Oui, puis ensuite, là, il y a une formation qui est donnée. Bon, formation générale sur sa tâche, mais aussi au plan éthique. Donc, on présente notre code d'éthique, on leur explique c'est quoi les attentes. On a fait aussi un petit guide là, qu'on appelle guide des bonnes pratiques là, de vigilance. Donc, comment intervenir auprès de la jeunesse, comment intervenir auprès de personnes âgées, par exemple. Donc, on a certains critères qu'on s'est donnés. Donc, ça aussi, c'est présenté là, aux bénévoles selon leur axe d'engagement. Puis les autres étapes 4 et 5 qu'on appelle, ils se ressemblent un peu. C'est un suivi, dans le fond. C'est important de faire des suivis. Pour voir si tout le monde comprend bien. Si tout le monde comprend bien, si tout le monde est satisfait, si la personne est à l'aise aussi là, dans son interaction avec les personnes, puis de recadrer aux besoins là, s'il y a lieu. David, depuis l'implantation, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les gens se sentent, je dirais, mal à l'aise ou retenus dans leur façon d'interagir avec les personnes? Est-ce qu'il y en a qui... Parce que moi, je me souviens qu'à un moment donné, on avait entendu dire au diocèse de Montréal qu'il n'était plus possible à un prêtre de toucher un enfant, par exemple, ou d'être en présence seule d'un enfant. Est-ce que c'est ce genre de choses qu'on retrouve dans le code d'éthique? Bien, c'est balisé justement par rapport au toucher. On demande que ce soit limité. Dans le fond, il y a un toucher qui est acceptable, là, les poignées de main, une main sur l'épaule. Mais sinon, on laisse l'enfant venir à nous. Si l'enfant fait un câlin, ça peut arriver, oui. Mais sinon, c'est pas à l'adulte à initier. Donc, c'est des genres de pratiques là, qu'on demande. Et je pense que ça sécurise nos bénévoles ou les prêtres. Parce que je pense que le malaise était là avant, ils ne savaient plus trop comment interagir avec les jeunes particulièrement. C'est ce puis genre. Là, en encadrant, on dit OK, on peut se permettre ça, non, puis c'est clair pour tout le monde.
Puis j'imagine que l'entrevue de suivi ou quand on se revoit pour se parler de ce que ça apporte comme conséquence, on se donne des trucs, on se parle de nos malaises, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y en a qui émettent des malaises, des réticences, qui sont surpris? Ben, je dirais qu'en général, non, les gens apprécient là, d'avoir des balises plus claires, un cadre. Que ce soit bien encadré. Oui. OK. Alors, maintenant, si une personne sent qu'un adulte en position d'autorité ou d'une personne bénévole ou salarié du diocèse a commis des gestes qu'il l'interprète comme étant de l'abus, du harcèlement ou des gestes malheureux envers elle, comment elle peut, de quelle façon elle doit ou elle peut présenter sa doléance, sa plainte, son expérience malheureuse? Bon, on a un comité, on a une personne là, qui est, je dirais, première répondante là, pour recevoir les plaintes. Okay. C'est affiché sur notre site Internet. On a des petits dépliants aussi là, qu'on met dans nos églises, les presbytères. Il y a de l'information. Pour que ça soit connu. OK. Donc, ça, c'est l'émission qu'on fait aujourd'hui. Ça sert un peu à ça aussi, faire connaître l'existence d'un comité ici à Nicolette, au diocèse de Nicolette. Oui, puis nous, on dit toujours à la personne, vous avez toujours le choix aussi. Vous pouvez faire une plainte à la police s'il y a lieu, si vous pensez que c'est nécessaire pour vous. C'est transparent. Hein? C'est transparent, mais on veut offrir quand même quelque chose à l'interne, parce qu'il y a des gens qui disent, on veut que ça change. Que ça change. On veut que l'évêque soit au courant, par exemple, puis on veut qu'il y ait des actions concrètes qui soient prises. Pour pas que ça se reproduise. Donc, on a cet avantage-là de pouvoir intervenir assez rapidement. Mais on prend toutes les allégations, je dirais, au sérieux. On écoute la personne. En fait, dans le processus, là, on va intervenir à 2 personnes. OK. C'est jamais seul. Pour bien écouter la personne. 2 personnes sont là pour entendre la victime ou la plaignante, la personne qui se plaint. Oui, puis la personne peut venir accompagner aussi. Des fois, il y en a qui se sentent plus soutenus, là. Ils sont accompagnés de quelqu'un de leur entourage, par exemple. C'est possible de le faire. D'un avocat? Ah, ou un avocat, oui. Il n'y aurait pas de problème, mais quelqu'un qui va la soutenir. Puis, en ce moment-là, nous, le processus, on va entendre sa plainte. Évidemment, ça va être mis par écrit. Oui. Parce que c'est important pour nous de garder un dossier, parce qu'il peut y avoir des suivis. Des fois, il peut y avoir des rebondissements ou d'autres plaignants qui s'ajoutent parfois. On ne sait pas où ça va aboutir. Hein. Donc, quand on accueille une plainte. Puis, par la suite, on le traite en comité. Donc, c'est jamais seul non plus. Puis, on va toujours aussi entendre, évidemment, l'autre version des faits. Donc, la personne là, une fois que vous avez reçu la plainte. Qui était nommé là, comme agresseur, donc on va l'entendre aussi, écouter sa version des faits, faire une certaine enquête aussi. Dans certains cas, il peut y avoir des témoins ou c'est d'autres personnes qui ont été témoins des choses, ils seront interrogés. Donc, c'est une vraie enquête pour voir le sérieux, la légitimité de poursuivre, puis aussi voir Puis le comité a accès aussi aux archives diocésaines pour vérifier y a-t-il eu des antécédents, y a-t-il des choses qui ont été inappropriées dans le passé. Donc, des fois, ça vient s'ajouter aussi. Là. Donc, c'est pour ça que ça peut être important de faire une plainte, parce que des fois, on ne sait pas où ça va aller, mais des fois, ça vient s'ajouter à une autre plainte existante, puis ça permet de faire un portrait de la situation, puis d'intervenir par la suite. Ça teinte l'intervention, ça peut être quoi? Qu'est-ce qui peut arriver comme conséquence? Bien, je dirais que l'évêque de Nicolette a dit si une personne est reconnue coupable d'une agression sexuelle sur une personne mineure, c'est tolérance zéro, au sens où cette personne-là ne pourra pas continuer dans son engagement là, dans un ministère pastoral. Ça, c'est clair, si c'est une personne mineure. Pour les personnes, si c'est une agression... Le temps du procès ou dès le moment où l'accusation est portée, comment ça fonctionne? Ça peut dépendre. L'entre-deux, ça peut dépendre de la situation. Là. Parce qu'il faut vraiment s'assurer que c'est pas une plainte, je dirais, malveillante. Oui, il peut y avoir des plaintes malveillantes, mais en général, si la plainte déjà là, semble bien fondée au départ, souvent, là, par prévention, on va rassurer la personne. Mais si jamais elle est reconnue coupable, là, c'est tolérance zéro de ce côté-là. Si c'est une agression sexuelle, c'est une personne adulte, là, ça dépend, ça peut être plus nuancé parce que ça peut être très variable. Donc, mais l'important, c'est que
que ça se répète pas, de pouvoir sécuriser le milieu. Donc, il peut y avoir des conséquences ajustées là, à la gravité du geste. Là. Il peut y avoir des conséquences aussi qui mènent à un procès au civil? Je dirais ça, c'est à la personne plaignante de faire sa plainte au civil. Nous, si on accueille sa plainte, on l'informe de son droit de le faire, mais c'est pas nous, le comité, là, qui allons porter la plainte au civil. Là. Je comprends. C'est à la personne plaignante de le faire si elle le souhaite. Là. Ça peut être au civil, ça peut être au criminel. Puis Oui. ça peut être, dans le cas d'un mineur, la protection de la jeunesse aussi. Par contre, de ce côté-là, oui, si on apprend que c'est une personne mineure là, qui est en cause, qui peut être agressée, qui est encore mineure actuellement, on entend, là, on a obligation à signaler à la DPJ. Et à ce moment-là, si la personne ne le fait pas, nous, le comité, on le fera. Là. Ah oui, d'accord. Mais normalement, c'est la première personne là, qui était témoin ou à qui on a rapporté l'événement qui devrait signaler à la DPJ. Là. Quel est l'intérêt ou la motivation de telles pratiques au diocèse? On réalise l'ampleur des conséquences quand quelqu'un vit une agression, toute forme d'agression, surtout quand c'est sur des mineurs. Hein, ça marque une personne pour sa vie. On en est plus conscient aujourd'hui de toutes les conséquences par la suite. Puis on veut plus que ça se reproduise. On veut plus. Puis la justice, c'est contraire complètement aussi à la mission. Hein. Notre mission à l'Évangile, on veut que les personnes soient dans la croissance, dans le bonheur. C'est vers ça qu'on chemine. L'épanouissement personnel. Dans l'épanouissement. Donc, oui, ça vient heurter complètement nos valeurs. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment agir. Puis, c'est sûr que les scandales qu'on voit ici et là à travers le monde maintenant, dans l'Église et dans d'autres milieux, mais ça nous a brassés et il y a une réaction. On est plus conscient qu'il faut agir pour le futur. Fait que c'est sûr que le volet prévention, c'est dur d'évaluer. Hein, à quel point ça porte fruit? Ça porte fruit, c'est sur du long terme, mais c'est pour ça qu'on se base sur des bonnes pratiques aussi qui existent dans la société. On se dit, en agissant aujourd'hui, on ne veut plus que ça se répète dans le futur. Je dirais, c'est pour ça aussi que notre comité diocésain, faut toujours continuer à mettre l'épaule à la roue puis à sensibiliser. Donc, c'est pour ça là, qu'à chaque année, on fait une petite tournée de sensibilisation, on fait des rappels de notre politique. Oui, parce que le personnel change aussi. Puis il y a des personnes qui peuvent être plus ou moins sensibilisées, puis mettre ça en oubli, ces nouvelles pratiques. Fait que c'est important, autant là, que les intervenants ecclésiaux, que ce soit les agents de pastoral, les curés en place, autant les assemblées de fabrique, les narguilliers, parce qu'ils sont l'employeur au niveau, de la paroisse. Donc, ils ont une responsabilité aussi comme employeur de dire, nous aussi, on fait connaître notre politique dans notre milieu. Puis, ça touche plein de monde. Je dirais l'ensemble des intervenants vont être sensibilisés puis vont mettre leur partie à contribution, plus notre milieu va être sécuritaire. Pour une victime, c'est d'autant plus signifiant que c'est difficile de garder sa foi intacte quand l'agresseur ou l'offense vient d'une personne qui agit souvent sous l'autorité religieuse. Je dirais que c'est un élément de plus à considérer qui, comme tu dis, en défendant des valeurs d'épanouissement personnel, de croissance, quand on offense le lieu, je dirais, où Dieu prend place dans la vie des personnes, c'est encore plus, je dirais, c'est une double offense. En plus d'une blessure psychologique, sexuelle, il peut y avoir une blessure spirituelle qui s'ajoute, une perte de confiance des fois. Blessure spirituelle. Oui, perte de confiance en l'institution, mais aussi des fois plus que ça, même en Dieu. En Dieu, où on doute sur notre foi, ou pourquoi une personne d'Église a causé tel geste, ça peut remettre en question, en effet. Monseigneur Gazaille est sensible, Monseigneur Jaudoin est sensible à l'effet que les milieux soient sains,
quand il fait sa tournée pastorale, il intègre ce discours dans ses pratiques. On en parle de plus en plus dans l'Église, puis notre dernière tournée de sensibilisation, on l'a faite au mois de novembre, là, dans les 3 régions de notre diocèse. Donc, Monseigneur Jaudoin était présent là, à Nicolette, puis il rappelait aussi l'importance de continuer là, à être vigilant. C'est la vigilance qui est importante. Puis, de notre côté aussi, d'accueillir les personnes humainement si elles ont été blessées, les accueillir, puis essayer de faire un bout de chemin avec elles pour une certaine réparation ou une meilleure sécurisation. Réparation. Est-il possible parfois de réussir à faire une médiation réparatrice? Moi, je crois qu'il y a des chemins de réparation possibles, oui. Mais ça prend du temps, puis c'est au rythme des personnes aussi. Ça, c'est pas à nous, à l'Église, à le forcer. Non. Mais c'est d'accompagner. C'est proposé. C'est proposé, oui. C'est proposé. David, tu as parlé d'un comité. Qui compose ce comité sensible à cette question de la protection des personnes? Oui, notre comité de prévention. Des hommes, des femmes, c'est des varié. prêtres? C'est varié. Donc, on a une personne qui vient du milieu scolaire, Okay. donc qui est intervenue dans des polyvalentes, entre autres. Une personne du milieu communautaire qui travaille auprès des CLSC, soins de la santé, qui fait de la prévention à ce niveau-là. On a une dame aussi qui vient du CALAX. Donc, oui, d'accord. Qui accueille là, les personnes là, qui ont vécu justement là, des abus sexuels particulièrement. Donc, elle apporte cette expertise-là aussi au sein de notre comité. Puis, notre personne responsable des communications aussi au diocèse est sous notre comité. C'est important de le faire connaître aussi, là, notre politique, nos actions. Plus c'est connu, plus, je dirais, là, ça met d'autres gens à l'épaule à la roue. Puis ça sécurise nos milieux. Je dirais aussi que c'est important que les gens sachent qu'on fait des actions concrètes dans l'Église, puis essayer de regagner la confiance aussi d'une certaine façon. Est-ce que tu crois que les gens ont confiance, justement? Est-ce qu'aux prêtres, ils sont pointés du doigt, ils sont souvent jugés, puis je dirais, c'est malheureux de voir parfois, puis d'entendre des prêtres très dévoués, tout à fait ajustés à leur ministère, qui sont, pas agglomérés, mais qui sont reconnus dans leur milieu comme étant très généreux, qui deviennent comme complices ou qui sont mal, comment dire, pas mal cités, mais qui perdent leur dignité à cause de d'autres qui ont... les actions malveillantes de certains, oui, rejaillissent c'est ce que je voulais dire, sur l'ensemble du clergé particulièrement, puis de l'Église, en effet. Ça porte atteinte à la réputation de tous les prêtres, de tous les agents, quand il y en a un ou l'autre qui a mal agi. En effet. Puis on l'entend des commentaires parfois, puis des préjugés, je dirais, contre l'Église aussi. Puis il y a certains fondements à ça aussi, il ne faut pas se le cacher, il faut l'admettre aussi, qu'il y a eu certaines négligences dans le passé aussi. On était à une autre époque aussi. Je ne veux pas juger l'autre époque, mais quand même, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut faire mieux. On ne peut pas tout réparer ce qui est dans le passé, mais au moins à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Puis, c'est une belle réaction de clarification, de lumière, je dirais aussi, pour les gens qui se sentent blessés. On peut aussi faire une plainte pour des événements qui datent, David? Tout à fait. Tout à fait. Fait que ça, il n'y a pas de... Parfois, la personne offensante peut être partie, disparue, décédée. Il va y avoir un accueil quand même de la part du comité? On va écouter le besoin de la personne parce que les besoins sont variés. Moi, je me dis, c'est la personne qui en est victime qui est au centre de notre attention. Des fois, la personne Elle va être accueillie. Des fois, la personne veut simplement, je veux le dire, je veux que les autorités diocésaines le sachent. Si c'est ça, on l'écoute. Ça se peut que oui. Il va rester quand même. Que la personne agresseur en question, ça se peut qu'elle soit décédée, mais elle souhaite le dire.
Puis c'est ça qui est important pour elle. D'autres fois, elle a besoin de plus, elle veut une certaine réparation, ou elle veut, on va écouter ses besoins, ses attentes. Ça ne veut pas dire qu'on peut toujours y répondre, mais on va quand même d'abord se centrer sur ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite. Donc c'est important. C'est toute la question de prendre soin de chaque personne. Je remercie le diocèse en ta personne. Soyez remerciés tous ceux et celles qui ont médité, réfléchi, pondu cette politique qui fait suite au droit de chaque personne d'être entendue, d'être dans un milieu sécuritaire pour évoluer, pour grandir. Fais mes remerciements à tout le monde. J'en profite aussi à la fin de cette émission pour vous remercier, vous, les personnes qui accueillez ce genre de blessures, ce genre de plaintes. C'est pas le mot le plus juste, là, ce genre de récits, d'histoires pour prendre soin du vivant puis de l'esprit dans chaque personne. C'est des situations qui sont sensibles, mais c'est important d'en prendre soin des personnes. Tout à fait. Alors, merci à toi, David, pour ton dévouement, pour ton travail. Merci à tout ce comité qui a pris le temps de réfléchir à cette question. Merci à Monseigneur Jaudoin qui en fait une priorité. Et merci à chaque personne intervenante ici à la télé communautaire, Claude Morin à la réalisation et toute l'équipe pour nous permettre de diffuser ces informations. David, merci pour ton séjour à l'émission, ton passage à l'émission. Bon retour et nous, on se dit à la semaine prochaine. Merci bien. Au revoir. Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.